Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, qui aujourd'hui est pas ce que j'avais prévu pour cette semaine. J'avais prévu de vous parler de quelque chose de complètement différent, mais il s'est passé quelque chose dans ma vie et il se passe quelque chose même de manière générale dans le monde qui m'a motivée à changer un petit peu mon planning et à vous parler aujourd'hui d'inquiétude, d'anxiété, d'angoisse parce que, alors à un niveau personnel, vous le savez peut-être, j'habite en Australie depuis 1 an et demi et plus précisément à Brisbane et je vais pas tout vous raconter dans les détails parce que je vous ai tout raconté dans la newsletter que j'ai envoyé mardi pour ceux qui sont inscrits à l'élan. Mais en gros, on a eu des inondations assez dramatiques ce week-end. Ça a été... voilà, je suis encore un peu émue d'en parler, donc je ne vais pas vous raconter dans les détails. Mais beaucoup de parties de la ville ont été dévastées par ces inondations et beaucoup de gens ont souffert. Certains ont perdu la vie, certains n'ont encore pas été retrouvés. Et pour ma part, avec mon partenaire, on va bien. Notre appartement n'a pas subi de dégâts du tout. On a eu énormément de chance. Mais on a passé le week-end dans l'anxiété, dans l'angoisse, parce que l'eau montait. La rue d'en face était complètement immergée. Et on attendait simplement de voir ce qui allait advenir de nous. En fait, on pouvait plus sortir. En fait, le seul moyen, c'était d'attendre de voir si l'eau montait chez nous. Et dans ce cas-là, d'évacuer, soit de monter aux étages, soit d'évacuer avec un canoë de sauvetage. Voilà, c'était un petit peu ce à quoi on était résolus ce week-end. Et donc forcément, ça a été des journées, des nuits assez angoissantes, assez inquiétantes. Et je sais que ce sont des émotions que beaucoup d'entre vous, pour avoir échangé un petit peu, que ce soit avec mes clientes, avec les personnes sur Instagram ou par mail, je sais que pour beaucoup d'entre vous, la situation actuelle l'état mondial est assez angoissant, assez inquiétant, que ce soit au niveau géopolitique, au niveau climatique, environnemental ou même au niveau économique. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est ce qui m'a motivée du coup à prendre mon micro aujourd'hui pour vous parler de ce sujet de l'inquiétude. À la base, pour tout vous dire, j'avais prévu de parler de ce sujet, mais sous un angle différent et finalement ça va couvrir aussi cet angle-là, qui est l'inquiétude qu'on peut ressentir même dans notre vie pro, dans notre vie perso. Par exemple, si je veux me lancer dans un projet et que je commence à m'inquiéter en me disant que peut-être je vais me lancer dans ce projet et je vais tout perdre, ou peut-être l'inquiétude qu'on peut avoir de perdre notre job, ou on peut aussi ressentir de l'inquiétude après une rupture en se disant mais si je retrouve jamais quelqu'un, ou en partant voyager seul en se disant mais je vais me faire attaquer, je vais perdre mes affaires, je vais me faire voler, ou même en fait au quotidien parfois on a un rendez-vous qui approche et on est inquiet, on se demande si ça va bien se passer, ou bien on s'imagine comment la conversation va se dérouler. Donc il y a plein de moments ou de raisons de s'inquiéter et c'est une émotion que beaucoup d'entre nous ressentons. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de s'inquiéter, c'est une émotion qui est normale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaitais vous proposer des outils, des conseils concrets pour réussir à calmer cette inquiétude, cette anxiété, ces angoisses qu'on peut avoir par rapport au futur, à ce qui pourrait se passer. Parce que déjà, la première chose que je veux vous dire, c'est que c'est tout à fait normal de fonctionner comme ça, d'avoir des inquiétudes. C'est un mécanisme normal du cerveau. Parce que face à l'incertitude, face à des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire l'avenir, ou ce que les autres vont faire, ou ce que les autres vont dire, voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, plein de choses qui sont incertaines, notre cerveau va essayer d'anticiper, d'imaginer, va essayer de s'inquiéter parce que c'est à la base un énorme avantage pour notre survie. Si par exemple je suis un homme des cavernes et que je m'inquiète du futur, que je m'inquiète de la survie de ma tribu, je vais peut-être faire des réserves de nourriture, je vais peut-être essayer de faire en sorte de défendre mon territoire, je vais mettre en place des actions qui sont positives pour ma survie. Le fait de s'inquiéter, ça nous permet de prévoir, d'anticiper des obstacles, d'anticiper des problèmes, et ça nous donne la possibilité de trouver des solutions en amont. Donc ça va nous aider à nous préparer au mieux et à faire au mieux, à nous préparer, à nous parer à toute éventualité pour que les différents événements de notre vie se déroulent le mieux possible.
Par exemple, si j'ai une présentation à faire au travail et que je m'inquiète de comment ça va se passer pour moi et de si je vais réussir à bien la faire et de ce que vont penser les personnes lorsque je vais leur proposer mes idées, par exemple, ben, le fait de m'inquiéter, d'anticiper, ça m'est utile. Ça me permet de prévoir, ça me permet de m'entraîner, ça me permet de m'assurer que tout est bien en place. Donc ça a une fonction. Ce mécanisme du cerveau, le fait de s'inquiéter, d'anticiper le pire ou d'imaginer ce qui pourrait mal se passer, ça a un vrai intérêt. Mais comme beaucoup de mécanismes du cerveau qui sont très utiles à notre survie en tant qu'homme des cavernes, aujourd'hui, ce sont des mécanismes qui nous apportent aussi parfois beaucoup de souffrance. Parce que même si aujourd'hui, dans notre société en tout cas, on n'a plus à s'inquiéter autant pour notre survie, on est presque sûr de ne pas mourir de faim, aujourd'hui en France par exemple, et bien notre cerveau, il va garder ces mécanismes-là, il va garder ces réflexes-là de s'inquiéter, de chercher ce qui pourrait mal se passer. Et ça peut être très pesant au quotidien de souvent s'inquiéter, de souvent imaginer le pire, d'imaginer le négatif. Ça peut être hyper décourageant. Je prends l'exemple encore une fois d'un projet pro ou si vous avez par exemple envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou dans simplement une reconversion professionnelle, mais vous imaginez déjà que ça pourrait mal se passer, que ça va être compliqué, que voilà, vous anticipez tout ce qui pourrait mal tourner et forcément c'est décourageant, forcément vous avez moins envie d'essayer parce que vous êtes déjà focus sur tout ce qui pourrait mal se passer. Et puisque la vie est quand même faite de beaucoup d'incertitudes, on va se retrouver à rester énormément dans notre zone de confort, quitte à passer à côté de choses qui pourraient être vraiment épanouissantes parce que on n'est pas sûr et parce que notre cerveau a tendance à imaginer le pire. Et c'est quelque chose qui peut vraiment être drainant émotionnellement, de toujours s'inquiéter de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire, de comment les choses vont se passer, du futur. Ça peut être hyper fatigant mentalement. Et c'est un cercle vicieux parce que quand on s'inquiète, le cerveau a comme une impression de contrôle. C'est-à-dire que quand je pense, quand j'imagine, quand j'anticipe, j'ai cette impression de contrôle, mais du coup, je n'arrive pas, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas le contrôle. J'ai pas le contrôle sur ce qui va se passer, j'ai pas le contrôle sur le comportement des autres, il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Du coup, ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas à contrôler malgré toutes mes inquiétudes. Et du coup, je m'inquiète encore et c'est un cercle vicieux et ça se répète. C'est paradoxal, mais plus on essaie de contrôler ce qu'il y a autour de nous, et plus on se sent anxieux. Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, et ça génère encore plus d'anxiété. Quand les choses ne se passent pas comme on veut, quand on a ce sentiment d'impuissance, c'est encore plus anxiogène, ça nous inquiète encore plus. Et quelque chose que je voudrais ajouter aussi, c'est que le fait de s'inquiéter, on peut avoir tendance à penser que ça aide à anticiper certaines choses, à éviter que les choses se passent mal, à se préparer pour le pire, ça aide à trouver des solutions. C'est pas le cas. C'est une fausse croyance qui nous empêtre aussi encore plus dans ce mécanisme d'inquiétude, alors qu'en réalité, la recherche de solutions, être focalisé sur la recherche de solutions et s'inquiéter, ce sont deux choses différentes. Imaginons par exemple que votre avion vient d'être annulé alors que vous venez d'arriver à l'aéroport. Vous pouvez commencer à vous inquiéter. C'est normal à vous sentir anxieux, à vous dire mais mince, mais pourquoi mon avion est annulé? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais est-ce que je vais retrouver un autre avion et je vais louper tel événement auquel j'étais invitée pour lequel je devais prendre cet avion? Et est-ce que je vais être remboursée? Comment ça va se passer? Et donc là, il y a l'inquiétude qui monte, qui monte, qui monte et on commence à se sentir submergé par toutes ces émotions. Et ça, peut-être qu'ensuite, vous allez réussir à trouver des solutions, mais c'est pas indispensable pour trouver des solutions. Cette inquiétude, c'est pas ça qui vous aide à trouver des solutions. Ce qui vous aide à trouver des solutions, c'est aussi de vous sentir calme et de pouvoir vous dire, ok, là, qu'est-ce que je fais? Là, il faut que je trouve un autre avion, donc je me mets en action. Parce que tant qu'on est bloqué dans nos pensées, on n'est pas en action. Donc là, je fais pause, je regarde ce que je peux faire, qui est de réserver un nouvel avion, un nouveau vol, et puis j'essaie de voir ce que je peux faire pendant tout le temps qu'il me reste entre ce moment-là et mon vol qui est dans plusieurs heures, comment je peux faire en sorte d'optimiser mon temps, de faire quelque chose de sympa de mon temps, plutôt que pester contre la compagnie aérienne ou me dire que c'est nul et que ça ne devrait pas arriver. Voilà, c'était vraiment important que je vous le dise parce que et moi-même, j'avais cette croyance que l'inquiétude nous est bénéfique et qu'elle nous aide, alors qu'en réalité, s'inquiéter, c'est ça le problème, ce n'est pas la solution. Et ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont des outils, des conseils concrets pour regagner le contrôle sur votre mental qui s'inquiète, qui anticipe, qui se fait du souci pour retrouver plus de sérénité. La première clé, et je pense que c'est celle que je vous propose très souvent dans ce podcast, c'est de prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre, de prendre conscience de vos émotions d'inquiétude, d'anxiété, ce stress, cette angoisse qui sont en train de vous submerger, d'en prendre conscience parce que parfois c'est
C'est subtil en fait. On rentre dans cet état-là d'inquiétude sans vraiment s'en rendre compte. Et souvent, ce qui peut vous permettre de reconnaître cet état qui arrive, ces émotions qui vous submergent, c'est les symptômes que vous pouvez ressentir dans votre corps. Alors il y en a beaucoup, mais ceux que je vois le plus souvent chez les personnes que j'accompagne et chez moi-même, c'est de l'agitation, c'est le cœur qui bat, d'avoir des palpitations, c'est un brouhaha mental où voilà, il y a plein de pensées qui se succèdent les unes après les autres, on n'arrive pas à se concentrer, ça devient difficile vraiment de se concentrer. C'est aussi un état de fatigue, on se sent tendu, ça devient dur de se relaxer, ça peut être aussi compliqué de dormir. Donc bon, il y en a plein d'autres, je ne vais pas vous faire la liste ici. Après aussi, quelque chose que j'ai pas dit mais qui est important, évidemment, anxiété, angoisse, stress, ce sont des émotions différentes avec des symptômes différents. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différentes émotions puisque l'inquiétude est une composante de chacune, donc on va parler de manière plus globale. Mais en tout cas, voilà, l'inquiétude, ça se ressent aussi dans le corps et donc ça peut être un bon moyen déjà de prendre conscience que vous êtes en train de vous inquiéter, que vous êtes en train de stresser, de devenir anxieux ou anxieuse. Le deuxième point, c'est d'identifier les pensées d'inquiétude que vous avez, d'identifier ce qui est vraiment en train de vous inquiéter. Parce que parfois, c'est flou, parfois on a vraiment ce brouhaha mental qui fait que voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, on ne sait plus exactement ce qui nous fait peur, ce qui nous inquiète. Donc juste essayer de peut-être même d'écrire ces pensées d'inquiétude, essayer de décrire ces pensées, de vraiment vous demander qu'est-ce qui m'inquiète là, qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vraiment agir et de trouver des solutions si besoin ensuite. Mais si vous n'arrivez pas à identifier exactement ce qui vous inquiète, ça va être compliqué. Donc essayez de regarder un petit peu quelles sont les pensées que vous êtes en train d'avoir. Pour vous donner mon exemple, parce que c'est encore frais, lorsque ce week-end, j'ai pris conscience de la gravité de la situation, qu'on a reçu un message de la mairie nous disant que là, il fallait préparer nos sacs pour une potentielle évacuation, que l'eau était en train de monter, etc. Voilà, là, l'angoisse s'est un peu montée chez moi, enfin un peu, le mot est faible, mais j'ai commencé à me dire... Déjà, j'ai pris conscience qu'on n'était pas du tout préparé. J'ai commencé à me dire, mais on n'a pas fait de réserve d'eau, nos sacs sont pas prêts, on n'a même pas de lampe torche, si l'électricité est coupée, j'ai même pas de batterie sur mon téléphone. Enfin, c'était une succession de pensées et voilà, tout ça se bousculait dans ma tête. Et donc juste, ok, respire un coup. Et là, qu'est-ce qui vraiment m'inquiète? Et de juste identifier toutes ces pensées-là parce qu'elles se bousculaient tellement vite que je me sentais agitée, je me sentais stressée et j'avais du mal à me recentrer. Donc vraiment prendre conscience à la fois de cette émotion dans le corps et puis ensuite des pensées qui y sont associées, c'est super important. Ensuite, le troisième point, c'est de regarder les faits. Parce que souvent, lorsque l'inquiétude nous gagne, qu'on a ce brouhaha mental, ça devient difficile de vraiment faire le point sur la situation, de vraiment faire le point sur ce qu'on risque vraiment, sur ce qui est en train de se passer. On peut être consumé par des pensées sur des choses qu'on imagine, alors qu'il n'y a parfois pas vraiment de preuves que ça puisse vraiment se passer. Et je vous donne un exemple. Vous avez votre entretien annuel avec votre manager et vous commencez à vous inquiéter qu'il ou elle vous dise que vous avez pas fait de progrès sur les points d'amélioration, qu'elle vous reproche ou qu'il vous reproche telle ou telle chose. Vous avez peut-être peur que le bilan soit négatif, peut-être même de vous faire virer de votre emploi. Et en même temps, si on regarde les faits, vous avez reçu aucun signe, aucun indicateur de votre manager ou de votre boss que vos performances étaient pas bonnes. Vous n'avez pas reçu de feedback spécialement négatif sur ces points-là. Donc parfois, regardez vraiment les faits et ce qui est en train de se passer, regardez la situation de manière réaliste, ça peut vraiment nous aider à réduire notre inquiétude parce qu'on voit que ce qu'on craint n'est pas forcément en train de se passer. Et peut-être qu'on est en train d'avoir une erreur de raisonnement, peut-être qu'on est en train d'être la victime d'un biais cognitif de notre cerveau parce que on partage tous des biais cognitifs et je trouve ça hyper intéressant parce que lorsqu'on s'inquiète, il y a souvent les mêmes biais cognitifs qui reviennent. Et par exemple, le fait de chercher à prédire l'avenir, qui est quelque chose qui n'est pas possible. On sait que c'est impossible, on n'est pas Madame Irma, que c'est pas possible de prévoir comment les choses vont se passer. Et pourtant, on a quand même cette tendance à imaginer ce qu'un tel va dire, ce qu'un tel va penser, comment les choses vont se dérouler, alors que objectivement, ce n'est pas possible. On n'a pas cette faculté et personne ne l'a. Et pourtant, notre cerveau essaie quand même de nous faire croire qu'il est capable d'anticiper parfaitement et de savoir ce qui va se passer. Donc ça, c'est un premier biais cognitif. Un autre biais cognitif duquel on est tous victimes, c'est la lecture de pensée. La lecture de pensée, c'est de penser qu'on peut lire dans les pensées des autres. On pense qu'on sait ce que l'autre est en train de penser. Et c'est quelque chose qu'on fait tous. Qui ne s'est pas déjà dit « Ah, mais là,
elle me répond pas ou elle me regarde bizarre, elle est en train de penser telle chose de moi ou c'est quelque chose qu'on fait tous, qu'on a tous tendance à faire, mais c'est aussi un biais cognitif. On n'est pas dans la tête des autres, on ne peut pas prédire, on ne peut pas imaginer à leur place ce qu'ils sont en train de penser. Et un autre biais cognitif auquel il faut faire attention, c'est par exemple le fait de catastrophiser, d'imaginer le pire. C'est quelque chose que notre cerveau a vraiment tendance à faire. Ou encore un autre qui serait de croire que la manière dont on se sent reflète la réalité. Par exemple, si j'ai peur, si je m'inquiète, c'est qu'il y a un danger. Alors qu'en réalité, pas vraiment. Ou si je me sens mal et si je me sens bête, c'est que tout le monde doit penser que je suis bête. Bon, il y a plein d'autres biais cognitifs desquels je pourrais vous parler. D'ailleurs, je pourrais faire un épisode sur le sujet si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire, que ce soit par mail ou sur Instagram. Mon Instagram, c'est Steph Blue Lips. STEF BLUELIPS. N'hésitez pas à me dire sur Instagram si vous souhaiteriez un épisode sur les biais cognitifs, si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Et pour revenir à mon troisième point, c'était donc de regarder les faits, vraiment les faits, la réalité, parce que ça permet aussi de drastiquement réduire ces pensées d'inquiétude, et puis peut-être de vous poser des questions pour vraiment voir, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce que je pense c'est 100% sûr, est-ce que c'est une hypothèse, est-ce que c'est une possibilité, est-ce que j'ai des preuves que c'est vrai? Est-ce que j'ai des preuves qui vont à l'encontre de ce que je suis en train de penser? Est-ce qu'il y a un moyen, peut-être une façon un peu plus réaliste de voir la situation? Quelle est la probabilité que ce qui me fait peur puisse vraiment se passer? Et si la probabilité est faible, qu'est-ce qui serait plus probable qu'il se produise? Et puis, ma question préférée personnellement, c'est me demander, est-ce que ça m'est utile de penser ça là maintenant? Est-ce que ça m'est utile de penser ça? Parce que parfois la réponse c'est oui, ça m'aide parce qu'il y a vraiment des choses à anticiper. Par exemple, quand je repense aux inondations, il y avait vraiment des choses à anticiper et c'était vraiment important de m'inquiéter là maintenant. Mais parfois, ça m'est pas utile. Il n'y a rien que je puisse faire ou au contraire, ça ne fait qu'empirer les choses et me faire me sentir mal. Ça ne m'aide pas, donc ça peut m'aider aussi à calmer mes pensées, me dire que là, c'est pas utile pour moi de m'inquiéter. Et du coup, c'est la transition parfaite vers mon quatrième point. Mon quatrième conseil, c'est de distinguer ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur quoi vous n'avez au contraire pas le contrôle. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Par exemple, le futur, les décisions des autres, les réactions des autres, leur comportement, la météo, le manque d'empathie, la mort. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a malheureusement pas le contrôle. Et s'inquiéter dessus, finalement, on peut s'inquiéter autant qu'on veut, ça ne changera pas grand-chose. En revanche, il y a des choses où on a réellement le contrôle, notamment mes réactions, mes décisions, mes efforts pour prendre soin de moi, pour accueillir mes émotions, les leçons que je tire d'une situation. Donc c'est vraiment important de regarder la situation, de regarder les faits et de regarder ce sur quoi vous avez le contrôle. Et ensuite, soit il y a des choses sur lesquelles vous pouvez effectivement agir, et donc là c'est mon cinquième point, ça va être de se concentrer sur ça, de mettre en place des actions, soit, et ça sera les points suivants, ça va être de lâcher prise sur ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle. Donc si effectivement vous avez identifié des choses sur lesquelles vous pouvez agir, ça va être d'agir, ça va être de réfléchir sur vos possibilités, sur vos solutions, sur quelles options s'offrent à vous et essayer de faire un plan d'action. Par exemple, si vous craignez de perdre votre job, par exemple, c'est quelque chose qui est possible, qui peut être source d'inquiétude. Il y a des choses, vous ne pouvez pas contrôler le fait que ça arrive ou pas. Alors peut-être que si, tout dépend des circonstances, mais si vous craignez que ça arrive par exemple par rapport à la situation économique, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut prévoir. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est regarder combien d'argent vous avez de côté, combien de temps vous pourrez tenir là-dessus, quelles allocations vous pourrez demander, qui peut vous aider éventuellement si vous êtes vraiment dans le besoin, combien de charges fixes vous avez exactement. D'ailleurs, je vous invite, j'y pense, à peut-être écouter le podcast La peur de manquer d'argent. Si c'est une peur que vous avez, c'est un podcast qui, je pense, vous plaira beaucoup. Vous pouvez également regarder si votre CV est à jour pour être opérationnel dès que, ou en tout cas si ça arrive et si vous perdez votre emploi. Vous pouvez réfléchir à si vous avez un réseau aussi peut-être à activer au cas où vous perdrez votre emploi. Voilà, en tout cas, il y a des choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Et c'est ce sur quoi il faut agir maintenant. Mais il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, et là, va falloir lâcher prise. Et c'est mon sixième point. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, et malheureusement, peu importe votre niveau d'anxiété, vous n'aurez pas le pouvoir de changer la situation ou de changer le futur. Et donc, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'accepter l'incertitude, c'est d'accepter ce qui arrive et de vous faire confiance pour pouvoir réagir, pour pouvoir rebondir, peu importe ce qui se passe. Lors des inondations ce week-end, on a du coup agi sur ce sur quoi nous pouvions agir, c'est-à-dire préparer notre sac pour une évacuation éventuelle, mettre tout en hauteur au cas où l'eau rentrait chez nous, préparer des bidons d'eau, mais ensuite, tout ce qui nous restait, c'était d'attendre. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était attendre et voir ce qui allait se passer.
Et pour tout vous dire, je me sentais extrêmement impuissante et en même temps, il n'y avait rien à faire, il n'y avait plus rien à faire. Et donc peu importe mon anxiété pendant ces longues heures et cette nuit ensuite, en attendant de voir si l'eau allait rentrer ou pas, ça n'aurait rien changé. Et donc ce qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là, c'est déjà de regarder autour de moi et de respirer, de voir que là, dans le moment présent, tout va bien. Quand je regarde autour de moi, je ne suis pas en danger, même si mon esprit est en train d'imaginer ce qui pourrait mal se passer, qu'il est en train de se faire des films. Là, si je fais pause et que vraiment je regarde autour de moi, je me rends compte qu'il n'y a pas de menace, que je suis en sécurité et que tout va bien. Et ça me fait beaucoup de bien. Même si c'est pendant un instant, le fait de se reconnecter à l'instant présent, de respirer, ça me permet de juste me recentrer. Autre chose qui m'a beaucoup aidée et que je veux vous partager également, c'est le fait de me tenir occupée, de faire des choses, de ne pas rester assise dans mon anxiété à juste y penser, d'essayer. Alors là, j'ai fait des crêpes par exemple, voilà. Mais ça peut être de continuer de faire des activités, continuer de faire des choses parce que, encore une fois, que vous restiez assise dans votre inquiétude, dans votre anxiété ou que vous fassiez des choses pour prendre soin de vous, ça n'a pas d'impact sur la situation. Donc autant se sentir le mieux possible, autant prendre soin de soi dans ces moments-là. C'est pas égoïste de prendre soin de soi et de prendre soin de sa paix intérieure dans un moment de crise parce que ça changera rien à la situation. Alors autant que émotionnellement vous vous sentiez bien et que vous soyez encore mieux à même d'être là et de pouvoir soutenir les autres si besoin. Je vous propose aussi, si vous le pouvez, d'écrire sur vos inquiétudes, d'écrire sur tout ça parce que ça fait beaucoup de bien. Également de vous déconnecter au maximum des réseaux parce que quand on est vraiment, là je pense à la situation mondiale, mais quand on est beaucoup dans l'actu, quand on est beaucoup dans les infos en continu, sur les réseaux sociaux, ça peut vraiment nettement amplifier l'anxiété. Donc rester informé, c'est bien, mais se bombarder d'informations anxiogènes, c'est pas forcément nécessaire. Donc c'est important aussi de se limiter à ce niveau-là. Et puis enfin, si vous en avez besoin, c'est d'en parler. C'est d'en parler autour de vous, d'en parler à des gens de confiance qui pourront peut-être vous apporter un soutien. Et si vous avez besoin, de contacter un thérapeute ou une thérapeute ou un ou une coach, parce qu'on est là pour ça aussi, pour vous apporter des outils concrets, des solutions concrètes pour gérer toutes ces émotions-là. Et là, malheureusement, dans ce podcast, on n'a pu aller qu'en surface, mais j'avais tellement de choses à vous dire, mais il va déjà être très long, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous pourrez appliquer ces différents conseils et surtout qu'ils vous aideront à gagner en sérénité. Et je vous propose qu'on résume les différents points que j'ai abordés dans ce podcast. Le premier conseil que j'avais pour vous, c'était de prendre conscience des émotions que vous avez dans le corps, parce que souvent l'inquiétude, ça commence par se manifester dans votre corps. En deuxième, ça va être d'identifier les pensées que vous pouvez avoir sur la situation, quelles sont ces pensées d'inquiétude que vous avez. En troisième, je vous proposais de regarder les faits, de regarder la situation qui vous inquiète de manière réaliste, pour ensuite, et c'était notre quatrième point, pouvoir déterminer ce sur quoi vous avez le contrôle et ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle. Et puis à partir de là, cinquième point, c'était d'agir sur ce sur quoi vous avez le contrôle. Et sixième point, lâcher prise sur le reste. Et là, je vous avais proposé plusieurs choses qui étaient de vous reconnecter à l'instant présent, de vous ancrer, de vous tenir occupé, d'écrire, de mettre toutes vos inquiétudes à plat sur le papier, de vous déconnecter des réseaux, des infos en continu et d'en parler, que ce soit avec des proches ou avec un thérapeute, un ou une coach, si vous en ressentez le besoin. Merci d'avoir écouté cet épisode de J'ai peur donc j'y vais. Retrouvez-moi sur mon site internet stefbluelips.com, stefbluelips.com ou sur Instagram @stefbluelips. À bientôt!